Salut, c'est Pierre et vous écoutez Dream Team, le podcast des personnalités qui font le sport français. Patron de grands clubs, journalistes sportifs, entrepreneurs, politiques, investisseurs. Je rencontre avec vous des femmes et des hommes qui s'engagent dans le monde du sport. Des personnalités qui imaginent le sport qu'on regarde et qu'on pratique. Dream Team, c'est le meilleur terrain de jeu pour comprendre les acteurs et les enjeux de cet écosystème qui fait tant rêver. Je m'appelle Pierre Moreau, passionné de sport depuis toujours, et je compte bien vous apporter à chaque épisode un nouvel éclairage sur cette passion que nous avons en commun. J'espère que cette causerie vous plaira, et si c'est le cas, vous pouvez soutenir le podcast en le partageant à vos amis ou en mettant de belles étoiles sur les plateformes d'écoute comme iTunes ou Spotify. Allez, c'est parti pour cette nouvelle causerie, bonne écoute. Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec un format une fois encore un peu hybride entre la Ligue des futurs champions parce que mon invité est relativement jeune donc sa carrière est vraiment devant lui et pas forcément que derrière lui, mais quand même un petit peu big boss parce qu'il a été le big boss d'un club de Ligue 1 et il en a écrit un bouquin. Alors c'est un bouquin qui est pour moi une bible, donc j'ai pas un évangile ou un dieu en face de moi, mais j'ai quelqu'un qui a quand même factualisé un certain nombre de choses dans le monde du football, un monde plein de passion et plein d'émotions. Mais il nous expliquera un petit peu son parcours et en fait ce qu'il y a dans ce livre, les enseignements qu'il y a dans ce livre. Bonjour Fabrice. Bonjour Pierre. Merci infiniment d'avoir répondu à mon invitation. Donc je disais que c'est un peu une bible. Clairement c'est un must-read pour toutes les personnes qui sont passionnées par l'écosystème sport-business, foot ou pas foot. Parce que l'important c'est les 3 points, évidemment ça résonne pas mal avec le monde du foot, mais c'est un livre qui pourrait être le livre de chevet de n'importe quel dirigeant, de n'importe quel club professionnel. Il n'est pas seulement sur le foot finalement, c'est plein d'enseignements pour diriger un club professionnel. Mes petits camarades du CDES devraient évidemment te recruter, puisque avec tous les masters ou les diplômes qui délivrent à des futurs grands dirigeants du monde du sport, ils auraient bien besoin de t'avoir pour quelques cours, non ? Qu'est-ce que tu en penses ? Ça serait un honneur. Bon, du coup, je fais un petit appel à Christophe Le Petit d'ores et déjà pour dire lis ce bouquin et écoute cet épisode et tu verras, c'est vraiment super. Écoute Fabrice, j'ai une première question pour toi, donc Fabrice Bocquet. Comment on s'entraîne à devenir Fabrice Bocquet ? Comment on s'entraîne à devenir Fabrice Bocquet ? Je ne sais pas s'il y a une recette. Déjà, je pense que dans la vie, on essaie d'être soi-même et de prendre du plaisir au quotidien. La vie est trop fragile et trop courte pour que ça ne soit pas le cas. Moi, j'ai la chance de pouvoir vivre de ma passion. Pas sur le terrain, je pense que j'aurais encore plus vécu de ma passion, mais j'avais pas le niveau pour, mais en tout cas d'une façon différente. Mais t'en étais pas loin. J'en étais pas loin, au moins je l'ai tenté. Donc au moins quand tu tentes, t'as pas de regrets. Et donc ça m'a aussi permis, je pense, derrière de me concentrer corps et âme dans les études. Si j'avais pas fait ça, si j'avais pas tenté de devenir footballeur professionnel et de me confronter à la réalité du très haut niveau, ou au moins du haut niveau, je pense que je l'aurais regretté et j'aurais été moins déterminé lors de mes études. Mais je pense que derrière, c'est toujours croquer la vie à pleines dents et vivre vraiment de ses émotions. Et avec beaucoup de persévérance, parce que la vie, c'est pas un long fleuve tranquille et on se prend des coups et ça fait partie de la vie. Et ce qui compte, c'est la persévérance et la ténacité. Ok, bon, 2 invariants très forts souvent chez mes invités, la persévérance et la ténacité. Donc, tu l'as un petit peu dit, passion pour le football très tôt et presque une ambition, une volonté de devenir professionnel. Tu as été dans plutôt un très, très bon niveau en jeune. Puis finalement t'as pas pu devenir professionnel ou joueur de très haut niveau. Tout à fait. On peut le dire comme ça, mais surtout très bon niveau scolaire, puisque tu l'as pas vraiment précisé, mais tu as fait 2 belles études dans une très grosse école de commerce. À la sortie de ces belles études, t'avais quoi comme ambition, sachant que dans ton bagage, du coup, t'avais un peu pas cet échec, mais en tout cas cette frustration de pas être devenu footballeur professionnel. Est-ce que tu t'es dit que je vais bosser dans le monde du sport quoi qu'il arrive ? C'est une bonne question. Pas nécessairement. D'ailleurs, j'ai pas démarré ma carrière dans le monde du football. J'ai démarré en banque d'affaires à Londres. J'avais fait des stages dans un club professionnel à l'AS Saint-Étienne. J'avais aimé l'expérience, mais je me suis dit que j'avais besoin de voir un petit peu plus large peut-être au démarrage. Donc je pense que la ligne de conduite pour moi, c'est qu'il fallait que je trouve des émotions dans ce que je fais. J'avais du mal à me projeter sur 5, 10, 15 ans. J'ai toujours du mal avec cette question en me disant qu'est-ce que tu penses être en 10, 15 ans ? Parce que si j'arrive pas à faire quelque chose qui m'épanouit à l'instant T, en fait, j'ai juste du mal à être complètement performant. Clairement. Et donc, quand j'ai démarré ma carrière, j'ai cherché quelque chose où je ressentais des émotions. Et finalement, on peut se dire que le secteur bancaire, il n'y a pas nécessairement ça. Mais le côté, j'étais un peu côté salle de marché aussi. Et c'est une dimension que j'aimais bien. Il y avait un peu d'adrénaline. Après, assez rapidement,
Bon, déjà la banque où j'étais a pas survécu bien longtemps parce que c'est Lehman Brothers. Exactement. On peut la citer. Donc moi je suis arrivé en 2007, donc timing extraordinaire. Donc en 2008 elle fait faillite. Exactement un an plus tard, donc ça c'est de l'impact. Et donc il y avait. C'est à cause de toi. C'est une importance que faut pas me donner, mais en tout cas de le vivre de l'intérieur, c'est quand même très particulier parce que tu te rends compte finalement que rien n'est inébranlable quand on parle quand même de la cinquième banque, je pense, à ce moment-là, au monde. Donc, non, c'était une belle aventure, mais j'étais content aussi de passer à autre chose. Je dis souvent aussi, c'est parfois difficile de savoir ce qu'on veut faire, et parfois il est plus simple déjà de savoir ce qu'on veut pas faire. Et parfois on apprend aussi en marchant, et donc d'une certaine façon, ça m'a permis aussi d'éliminer certaines choses de par ces expériences professionnelles. Et du coup, tu as travaillé chez Lehman, donc salle de marché, tu l'as dit, ensuite travaillé dans un fonds avec déjà un petit peu plus côté sport, parce que tu faisais des analyses. Pour ce fonds, c'est ça? En fait, c'est une expérience entrepreneuriale. En fait, quand je quitte Lehman Brothers, et un peu avant qu'il fasse faillite, mais c'est une pure coïncidence, en fait, je lance un fonds d'investissement spécialisé dans les paris sportifs parce que je considérais que c'était comme un produit financier. Mais je le fais pas tout seul parce que j'avais ni les compétences mathématiques ni la capacité à lever les fonds pour le faire. Donc je m'associe avec quelqu'un qui a travaillé chez Calion durant de nombreuses années et qui lançait son fonds d'investissement. Donc je le rencontre sur Londres parce que je vivais sur Londres à cette époque-là et lui il vivait aussi. Et je lui propose mon idée, je lui montre un petit peu ce que j'avais fait parce que j'avais déjà travaillé concrètement là-dessus à développer quelques modèles et bingo. Et donc lui me dit écoute, tu sais quoi, viens dans mes locaux, développe ça, je mets un peu les équipes de mon fonds qui est en lancement à ta dispo quand on a besoin, et puis on démarre comme ça. Et voilà, c'est comme ça qu'on a démarré, et puis j'ai piloté cela pendant de nombreux mois. Mais déjà, du coup, première reconnexion avec le sport. Oui, tout à fait. À fait. Mais en fait, ça s'est fait de façon assez naturelle, en fait, derrière, je pense. Il y a eu cette reconnexion avec le sport, et je suis dans mon élément quand je suis dans le sport, je pense. D'accord, ok. Et en fait, c'est à cette époque-là que tu as déjà un coup de fil de Loïc Ferry ou tu as déjà une expérience chez McKinsey? En fait, la personne avec qui je m'associe, c'est Loïc Ferry. C'est Loïc Ferry, d'accord. C'est lui qui lance son fonds d'investissement à ce moment-là et qui donc n'est pas propriétaire du FC Lorient à ce moment-là. D'accord, ok. Donc, parce que Loïc Ferry, on va y revenir, en effet, le propriétaire de Lorient. Et en fait, ton profil, tu dirais que c'est un profil analytique, même si tu parles beaucoup de passion et d'émotion et que tu as besoin d'être drivé par l'émotion. Mais tu as fait Lehman Brothers, tu as fait HEC, tu feras la McKinsey. Ensuite, on va y revenir. Tu as plutôt un profil, moi je me suis marqué très analytique. Est-ce que tu t'es dit que ta carrière serait autour de ça ou tu pensais déjà que tu avais peut-être d'autres potentialités autres que du pur analytique? Moi, je prenais beaucoup de plaisir pendant mes stages quand je voyais les gens autour de moi être dans le management et d'en apprendre au niveau des relations humaines. Et donc, je ne me voyais pas avoir une carrière purement analytique. Non, je pense que j'ai besoin des relations humaines, de construire avec les gens et de vivre des aventures collectives. Pour moi, c'est indispensable et c'est là où je prends le plus de plaisir. Alors, clairement, je pense que sur la partie analytique, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime bien réfléchir, mais de toute façon, je pense que les meilleures réussites, même analytiques, se font collectivement. Donc, c'était pour moi indispensable de faire une aventure collective et de réussir quelque chose en équipe et pas tout seul. D'accord. Et avant de parler de Lorient et de revenir à Loïc Ferry, tu es passé par le Paris Football Club. Oui, tout à fait. Quelques mois. Le PFC. Le PFC, exactement. Le PFC, j'ai le PFC. En fait, j'ai TFC en tête parce que j'ai une question par rapport au TFC ensuite. D'accord. Mais donc le PFC avec un projet, une ambition géniale. Pourquoi tu rejoins ce projet? Qu'est-ce qui te fait kiffer quand tu vas aller voir, enfin quand tu pars bosser pour eux? C'est un concours de circonstances. En fait, c'était juste après. Donc, je travaillais donc avec le fonds à Londres sur la partie paris sportif et je devais rentrer en France, en particulier pour raisons familiales. Et quand je rentre en France, il y a le PFC qui me sollicite, en particulier Pierre Ferracci. Le patron, mais qui à cette époque-là est pas président du club. D'accord. Le président du club à cette époque-là est Guy Cotteret, et il me sollicite pour devenir en fait directeur administratif du club. Donc ça c'était en quelle année? C'était en 2008. 2008 ou 2009? Non, je crois que c'était 2009, début 2009. Donc j'avais à l'époque 27 ans, donc c'était plutôt sympa. Et je me retrouve dans un club qui est donc en 3e division française, en nationale, qui n'est pas du tout structuré comme il est aujourd'hui, donc dans des locaux assez vétustes et aussi bien administratifs que d'entraînement. Donc il y a tout à faire. Et c'est un club qui a démarré son projet beaucoup autour de la formation. Ça veut dire que ça a été vraiment restructurer la formation, mettre en place de très bons éducateurs et travailler beaucoup autour de ces jeunes, mais un chantier immense parce que les infrastructures, que ce soit d'entraînement ou de stade avec Charletti,
Enfin, c'était un projet vraiment sur la durée. Et tout à l'heure, j'avais commencé par la persévérance, et tu disais que c'était un terme qui revenait souvent. Et je pense que pareil, une des principales qualités de quelqu'un comme Pierre Ferracci, c'est justement celle-là, parce qu'en région parisienne, ce n'est pas toujours simple de développer un club de très haut niveau, et c'est pas par hasard. Et en fait, tu le dis un petit peu dans ton bouquin, ce qui était un parcours semé d'embûches. Tu parles des embûches quand tu parles de ce moment-là où tu travaillais au PFC. C'est quoi les embûches ? Il y a beaucoup d'embûches. Bon, déjà, une, effectivement, c'est les infrastructures, comme j'ai dit précédemment. Deux, il faut gérer l'environnement. À Paris, il y a un environnement qui tourne beaucoup autour des joueurs. Et si justement tu n'arrives pas à mettre en place des infrastructures d'entraînement où tes joueurs et ce cadre est protégé autour de la performance sportive, très vite, tu peux te retrouver dans des situations... Tu parles des soirées avec Ronaldinho sur les Champs-Élysées ? Non, ça... C'est pas ce genre de tentation dont tu parles. Au PFC, t'étais très loin de ces budgets-là. Non, mais c'est tout simplement l'entourage que tu pouvais avoir même au niveau des jeunes joueurs, parce que tout le monde sait que la région parisienne, et ça date pas qu'aujourd'hui, il y a des très bons joueurs, donc très vite, il pouvait y avoir des gens qui allaient vers les joueurs, et donc tes conditions d'entraînement qui étaient sur des terrains municipaux te permettaient pas non plus de protéger en fait tes propres joueurs et les laisser se concentrer uniquement sur la performance sportive. Donc au niveau de la porte de Montreuil à l'époque, qui était, la mairie était ultra conciliante, c'était pas ça le souci, mais juste c'était pas parfaitement adapté pour du sport de très haut niveau. Et d'ailleurs, le PFC pour moi a passé un très grand cap lorsqu'ils ont mis en place leur centre d'entraînement près de Orly, où avant se trouvait le club amateur, le CFFP. Ça a permis au club de passer un très très grand cap au niveau de son projet. Les autres embûches, c'est quand tu es club de national, lorsque tu proposes des salaires à des joueurs, finalement les joueurs ont des propositions similaires d'autres clubs de national, mais dans des villes où le pouvoir d'achat est plus important parce que le coût de la vie est plus faible. Donc finalement, en national, c'est un peu moins le cas évidemment quand tu es au niveau professionnel parce que les rémunérations sont bien supérieures. Mais là, il y a un vrai arbitrage qui se fait. Et donc des joueurs préfèrent et se sentent mieux en fait en allant jouer dans des villes qui ne sont pas Paris, des villes on va dire à taille un petit peu plus humaine. Donc c'est la somme de tous ces éléments qui font que c'est complexe sur Paris. Mais c'est complexe sur Paris, mais plein d'autres grosses villes européennes, notamment Londres, a de multiples clubs en professionnel avec les mêmes complications et les mêmes embûches que tu viens de citer. Qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas le PFC est en train d'y arriver. Ils sont en train d'y arriver. Mais il pourrait y avoir 3-4 autres clubs dans la capitale. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas d'autres clubs selon toi ? Je pense qu'il y a deux choses. Je pense déjà il y a un côté un peu culturel qui est quand même que l'Angleterre, mais c'est pas la seule ville en Europe où il y a plusieurs clubs, sont des villes qui sont très marquées par le football. En Angleterre, vous pouvez avoir des clubs même en 5e, 6e division. Vous avez des milliers et des milliers de spectateurs qui viennent voir des matchs à chaque week-end. En France, le remplissage du Stade Charletti ou voire même d'autres clubs de National ou Ligue 2, c'est une affaire plutôt complexe. Ça ne draine pas autant de public que dans d'autres villes. L'histoire de ces clubs est un peu moins forte également. Et il y a une identité territoriale peut-être qui est pas toujours très clairement établie, mis à part peut-être le Red Star. Donc en fait, ce sont des dimensions qui créent une première complexité. La deuxième aussi, Paris n'est pas une ville extrêmement grande finalement. Elle est densément peuplée, mais elle n'est pas si grande que ça. Si vous comparez à Londres, par exemple, Londres est infiniment plus grand. Donc vous avez aussi plus d'espace d'une certaine façon, même si la ville est effectivement le foncier est très cher, mais vous avez plus d'espace également pour développer vos propres infrastructures. Et donc je pense que c'est un mix de culture plus également donc d'espace foncier, donc c'est un mélange de tout cela, mais je ne le vis pas comme une fatalité. Et comme tu l'as très bien dit, le Paris FC, en mettant en place les fondations d'un projet robuste, y arrive progressivement. Ouais. Et le Red Star vient de se faire acheter par un investisseur. Et il y a beaucoup d'ambition. Donc entre Red Star et PFC, peut-être qu'il y aura ces 3 clubs parisiens en élite bientôt. Je voulais te passer au FC Lorient, puisque du coup, tu as un petit coup de fil de Loïc Ferry, ton ancien patron-collègue. Je ne sais pas comment tu le nommes. C'était plus mon patron que... C'était plus ton patron. À Lorient, clairement. Ouais. À Lorient, mais quand tu travaillais dans le fonds que vous aviez créé. Avant, on était... on a fait une joint venture. Donc, on était 50-50 sur ça. Mais bon, moi, c'était, on va dire, un tout petit morceau. C'était ton mentor, quand même. C'était un petit morceau de toute son activité. Son fonds, son activité principale, c'était autour de la dette. Et donc, c'était ce qui n'était pas ce que je faisais. Donc, ça représentait clairement pas la principale source de son activité. Ouais, donc tu as un petit coup de fil de Loïc Ferry qui te propose de devenir CFO du FC Lorient.
C'est ça? Comment ça se passe exactement? Alors, en fait, ça date même d'un peu avant. En fait, j'avais appris par quelqu'un que je connais que le FC Lorient était en vente. Et tu as dit à Loïc Ferry. Et je lui ai dit, d'ailleurs, je me souviens à l'époque, j'avais même évoqué le Paris FC et Pierre Ferracci était au courant. Éventuellement, si Loïc Ferry aussi pouvait être intéressé pour participer également à une entrée au capital au PFC. Mais il y a eu le FC Lorient et je lui parle du FC Lorient et il rentre en relation donc avec la personne qui a le mandat, enfin l'établissement financier. Et ensuite, j'ai plus de nouvelles. En fait, Loïc gère son truc. Et je pense 3-4 mois après, il me rappelle, il me dit, bah écoute. Bingo, Fabrice, je vais racheter le FC Lorient. Est-ce que tu veux venir? Voilà, ça se fait comme ça. Et pourquoi t'y vas? C'est une bonne question. Bah en fait, par étapes, bon déjà on est allé parce je suis pas breton à la base et ma femme non plus. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va à Lorient un week-end et avec ma femme. Et on voit un match. D'ailleurs, c'était la première journée de championnat à domicile. Et lorsque l'on va voir le match, c'est contre Montpellier, je me souviens. Et d'ailleurs, il y a Laurent Koscielny qui joue. Et je sens une atmosphère au niveau du stade très forte. Je sens vraiment un environnement qui est lié avec son club, autour de Christian Gourcuff aussi, l'entraîneur emblématique à ce moment-là. Et je sens une énergie positive dans un stade aux alentours de 13 000, 14 000 personnes, ce qui me changeait aussi un petit peu de Charletti pour rien de cacher. Donc je sens une énergie extrêmement forte et positive autour du club. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, en fait on découvre un territoire, donc Lorient est peut-être un peu méconnu, mais le territoire est très beau, proximité avec la mer, un cadre très vert, donc c'est vraiment très beau, une terre de foot, la Bretagne. Donc en fait, j'ai la possibilité de devenir en fait un membre dirigeant d'un club de Ligue 1 à 27 ans. Donc ça arrive pas non plus tous les jours, c'est une belle opportunité que je n'avais pas nécessairement calculé. Donc j'y réfléchis quelques jours avec ma femme aussi et c'est drôle d'ailleurs parce que comme anecdote, quand je prends la décision d'aller à Lorient, je vais voir Pierre Ferracci. Je lui dis tiens Pierre, est-ce qu'on peut aller dîner? Et on va dîner et j'ai même pas le temps de m'asseoir. Qui me dit bon Fabrice tu vas à Lorient? Il me dit ça, il le savait. Et en fait il le savait pas parce qu'il avait eu des sources qui lui avaient dit. Il l'avait senti. Il savait que Loïc Ferry prenait Lorient, il savait que je le connaissais un peu, mais il avait senti et j'ai même pas la possibilité de lui dire, il le sait. Et il m'encourage d'ailleurs à y aller, il me dit écoute ça me fait de la peine mais je comprends aussi pourquoi tu y vas et vas-y éclate-toi. Donc Loïc Ferry qui reprend le FC Lorient, donc c'est une grande réussite professionnelle avec son fonds Chanivari. Qui est du coup un fonds tu disais non pas de private equity, il fait quoi exactement? Alors c'est un fonds qui est spécialisé sur la dette au niveau des marchés financiers, mais il s'est aussi diversifié et il a racheté d'autres entreprises entre temps. Donc il y a de la dette, il y a une partie marché, mais il y a aussi une petite partie private equity. Donc en fait c'est deux HEC financiers qui se retrouvent ensemble finalement au FC Lorient, parce qu'il vient d'HEC, il a aussi fait beaucoup de finances et moi je te mets dans les catégories financières, tu m'excuseras mais... J'ai vu ça. Non. C'est pas un gros mot, tu sais. Non, je plaisante parce que tu te dis que c'est pas un gros mot dans le bouquin, on oppose souvent le monde des financiers, tu dis dans le livre, mais je te donne le bâton pour me taper hein. Mais pas de souci avec ça. Non mais si on n'est pas capable d'assumer, vous savez, moi j'ai fait mes choix et je suis content de les avoir faits, j'ai pris du plaisir quand je les ai faits. Et la finance, ça fait partie du monde de l'entreprise. Après, ça dépend de quelle finance on parle peut-être à certains moments, mais la finance qui crée de la valeur dans le monde de l'entreprise, elle est indispensable. Même dans la gestion d'un club de foot, elle est essentielle. Je pense qu'il faut être vigilant et pas être trop manichéen ou essayer d'opposer les choses, ça sert à rien. Donc non, c'est une des composantes. C'est pas la composante, c'est une des composantes. Mais c'est un fil que je tire volontairement parce que je voudrais te faire réagir sur l'investissement croissant des fonds dans le monde du football, des fonds américains en particulier, mais dans le monde du football et dans le monde de la Ligue 1, je vais te reposer la question sur ça, mais on revient sur Loïc Ferry, qui devient le plus jeune patron de club de Ligue 1, qui va recruter le plus jeune directeur financier de Ligue 1. Ça, je sais pas. Oui. À 27 ans, c'était le plus jeune directeur financier de Ligue 1. Je m'étais jamais renseigné là-dessus. Et tu deviendras le plus jeune directeur général aussi de Ligue 1 à l'époque. Peut-être. Parce que tu reviens 5 ans après, tu as 33, 34 ans, je crois. C'était en 2015, donc oui, 33. Mais bon, après, il y a des jeunes très, très brillants. Pablo Longoria, je crois, est devenu président de l'Olympique de Marseille à 35 ans. Mais voilà. Tout à fait. Mais c'est quoi le rationnel pour un homme comme Loïc Ferry, qui est, du coup, j'allais dire, plutôt financier, mais on n'oppose pas les deux, d'aller se mettre dans un club de foot? Parce que je crois aussi, tu le redis, moi, je l'ai beaucoup entendu, un club de foot, c'est 5% du temps qu'on y passe, mais c'est 95% de ses emmerdes. Je sais plus quel patron disait ça. Mais du coup,
quel est le rationnel pour un Loïc Ferry? Est-ce qu'il est que drivé par la passion, par l'émotion quand il fait ça, ou est-ce qu'il y a quand même un mindset de financier entrepreneur, même en rachetant le FC Lorient? Bon, je pense qu'il serait mieux placé que moi pour répondre à cette question. Je pense que Loïc Ferry aime bien se définir comme un entrepreneur, déjà plus qu'un financier. Si vous lui posiez la question, je serais surpris qu'il réponde l'inverse. Ensuite, il est quand même issu d'une famille de sportifs de haut niveau, en particulier autour du tennis. Son fils est un brillant joueur de tennis qui a participé à Wimbledon très récemment, je crois au moins les tours de qualification. Il est peut-être rentré au tour principal, je me souviens plus. Et la femme de Loïc Ferry aussi est une ancienne joueuse de tennis de très haut niveau. Donc le sport fait clairement partie de sa culture. Il adore le football et je pense que Loïc Ferry, c'est quelqu'un qui, de ce que j'ai pu voir en le côtoyant depuis de nombreuses années, il sent les choses, et quand il sent quelque chose, il a envie de faire, il fonce. Voilà. Ok, donc c'est un homme d'intuition, oui, aussi beaucoup dans ses choix, de ce que j'ai vu, et qui n'a pas peur de prendre des risques. Ouais. Bon, c'est un entrepreneur. En vrai. Tout à fait. C'est un entrepreneur. C'est une définition. Ouais. Je reviens sur ma question des fonds, parce que du coup, les fonds américains, ou qu'ils soient américains ou pas américains, investissent de plus en plus, notamment sur la Ligue 1, mais globalement en Italie aussi. Pourquoi on investit de plus en plus dans des entreprises qui sont drivées par l'aléa sportif? Et c'est une des tensions que tu mets beaucoup dans ton bouquin, c'est que c'est du sportif, il y a beaucoup d'aléas, il y a beaucoup d'émotions, il y a beaucoup d'illusions de spontanéité. Mais par ailleurs, c'est une entreprise comme une autre, et à ce titre, il faut la diriger, non pas comme une entreprise comme une autre, même si tu dis qu'il y a une entreprise comme les autres avec des spécificités. Mais quand même, c'est étonnant d'aller sur une classe d'actifs qui soit à ce point-là drivée par l'aléa. C'est un investissement qui parfois est vu de façon trop risquée, en particulier par les investisseurs qui sont plutôt habitués à des ligues fermées, et ça leur fait peur. Ouais. Ça leur fait peur parce que ce risque de relégation, c'est quelque chose qui, en Europe, à certains moments, peut les mettre en difficulté parce qu'ils savent pas trop comment réagir et ils ont la crainte de savoir combien de temps cela va durer. Après, je pense qu'il y a plusieurs choses qui se combinent. La première est que je pense qu'il y a une réflexion sur le fait que les clubs sportifs, finalement, vont se développer comme ça s'est développé aux États-Unis et dans d'autres pays. Donc ça veut dire une professionnalisation des pratiques et une recherche un peu supérieure de profitabilité, pas nécessairement pour les rendre extrêmement profitables, mais en tout cas pour qu'ils perdent moins d'argent. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les investisseurs généralement trouvent que les clubs européens sont moins chers que, par exemple, des franchises américaines. Lorsque je dis moins cher, pour être plus précis, c'est par exemple les multiples de revenus. Vous pouvez éventuellement récupérer un club français à 1 ou 1,5 fois le chiffre d'affaires, alors qu'un club de MLS aux États-Unis, on va pouvoir dépasser les 20, 30, voire plus en termes de multiples. Et le troisième élément où finalement je trouve qu'on parle assez peu dernièrement, mais qui est quand même un point très important, et ça dépasse d'ailleurs le cadre du football, c'est que le dollar s'est beaucoup renforcé par rapport à l'euro. On a un dollar qui est pratiquement à parité par rapport à l'euro, alors qu'il y a un an, on était pratiquement à 1,25. Donc finalement, racheter aujourd'hui un club de football, ça coûte moins cher en Europe pour des investisseurs, par exemple américains, qu'il y a un an. Et ça, c'est une dimension qui est purement... Alors là, par contre, on est vraiment dans le financier. Mais c'est un vrai argument. Donc après, il y a aussi un dernier point, je pense, qui est cité, qui est un peu l'effet entraînant. Et ça, c'est ce qui se passe un peu en Italie. Ça veut dire que vous avez un fonds américain, et puis un deuxième, et puis un troisième. Et derrière, en fait, les fonds se réfléchissent et se disent, finalement, si on est plusieurs, on va avoir un peu le même état d'esprit et éventuellement, on va pouvoir faire en sorte que la ligue, collectivement, tende vers un petit peu plus de rigueur et contrôle un peu mieux également sa situation financière tout en continuant à développer la performance sportive. Après, il y a fonds et fonds. Moi, je considère que c'est très compliqué, voire même je déconseille très fortement à des investisseurs de venir dans le football avec un horizon d'investissement de 3 à 5 ans. Ça, c'est la première chose. Je pense que c'est trop court. Club de football, il faut avoir un horizon de temps, je pense, au minimum de 7 à 10 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est penser que gérer un club de football, c'est facile. C'est dur. Et c'est pas une franchise américaine. Mais maintenant, il y a la Bible maintenant. Donc, ils ont qu'à lire ton livre, c'est facile. Ils parlent le français. Donc, je pense que c'est aussi un point. Il faut y aller avec beaucoup d'humilité. Et je pense qu'à mon exemple, tu me disais tout à l'heure que tu avais une question par rapport au TFC. Je pense que ce que fait Redbird est un bon exemple. C'est démarrer dans un club en également essayant de bien comprendre l'identité locale et en s'associant. Et pas en faisant semblant, en vraiment, et en s'entourant de gens qui la maîtrisent et qui la connaissent. Je pense que c'est essentiel. Et je pense que déjà, si on met en place ces principes, c'est un bon début. C'est un bon début. On a changé d'endroit parce qu'il y avait un petit peu trop de bruit avec la perceuse derrière. On est dans une belle petite salle de réunion, un petit peu moins sympa que le côté champêtre du jardin, mais c'est pas grave, on poursuit. Il faut savoir s'adapter. Hein. Exactement. Et donc
On a parlé de ce moment où du coup Loïc Ferry t'appelle, tu étais au PFC, tu prends un peu la direction financière du club. Le fait est que quelques temps après, tu repars du club et tu viens faire 4-5 ans chez McKinsey. Et je vais aller vite sur les périodes McKinsey, même si je pense qu'elle a été clé et tu as vraiment construit ta toolbox, ta boîte à outils là-bas. Et ma question, elle se centre beaucoup sur ça. C'est McKinsey, grand cabinet de conseil, si ce n'est le plus grand cabinet de conseil en stratégie. Tu reviens avec quoi dans ta boîte à outils quand Loïc Ferry te rappelle pour prendre la direction générale du LFC Lorient? Alors, dans ma boîte à outils, comment je reviens? Je reviens avec la chance d'avoir effectivement vu de différentes méthodologies de travail, que ce soit en voyageant dans de nombreux pays, également eu la chance de parler avec des dirigeants de très belles boîtes. Je reviens aussi avec une entreprise comme McKinsey qui a une culture interne très forte, qui effectivement est une très grande société, mais finalement, quand on est dans un bureau, on travaille en fait avec des équipes à taille humaine, parce que lorsque l'on fait des missions de conseil, on est parfois pas plus de 3, 4, 5. Donc on fait appel effectivement à des experts en interne ponctuellement, mais globalement ça reste quand même des équipes à taille humaine. Et finalement on apprend certaines pratiques, comme certaines d'ailleurs que j'évoque dans le livre, où par exemple, quel que soit ton niveau de hiérarchie, tu dois être capable de t'exprimer. Ouais. Tu es capable The right to dissent. Obligation to dissent, effectivement. Ça, c'est un principe très important chez McKinsey. Et je pense en fait que ça t'apprend quelques bons réflexes professionnels qui t'aident en fait pour la suite de ta carrière. Ça t'aide à avoir une approche structurée également, à essayer de ne pas perdre trop de temps sur des détails et à te concentrer sur l'essentiel. Donc je trouve que c'est une très bonne école, effectivement. Ouais. Parce que quand tu arrives du coup à la DG, tu mets en place aussi une espèce d'audit interne où tu vas questionner un petit peu tout le monde dans le club. Ça permet à tout le monde de s'exprimer sur les inefficiences opérationnelles, etc. C'est pas nécessairement négatif. D'ailleurs, je ne sais pas si j'aurais utilisé le terme audit. Ouais. C'était plutôt en fait prendre le pouls de l'organisation. Ouais. Donc c'est pas nécessairement pour voir les inefficiences, parce que parfois en plus je trouve que c'est un peu français de se concentrer sur ce qui va pas. Ouais. Je pense que la base déjà c'est d'appuyer là où on va bien. Ouais. Donc déjà c'est jouer sur ses forces, tu le dis. Ouais. Exactement, mais c'est essentiel. C'est pas que des mots. Ouais. C'est essentiel. Alors, parfois on a tendance à trop s'auto-flageller. Ouais. Et le club, pour un club situé dans une aussi petite ville de France, être en Ligue 1, c'est parce ce club a des forces, et des forces très différenciantes, sinon il n'en serait pas là. Donc je pense que la première étape, c'est pour moi de bien sentir le pouls de l'organisation. Donc effectivement, il y avait des choses à améliorer, mais aussi clairement ce qui fonctionne bien. Qu'est-ce qui fait que le club en est là? Parce que je ne crois pas à la méthode où tu arrives et tu déploies une méthodologie toute faite. Je pense que c'est la meilleure façon de se planter. Et donc c'est au contraire comment déjà tu écoutes, et derrière tu adaptes cela pour mettre en place ta stratégie. Mais bon, lorsque je la raconte comme ça, je peux peut-être donner l'impression que c'était facile, que c'était simple, et voilà, mais ça n'a pas été la réalité. Bien sûr. La réalité, c'est que j'ai commis de nombreuses erreurs d'ailleurs en revenant, parce que je venais d'un cabinet de conseil, habitué à travailler avec des grands groupes, en région parisienne ou dans des grandes villes, et je reviens à Lorient, dans une PME de province, et il faut savoir s'adapter. Et je pense que ça m'a pris un petit peu de temps au départ à m'adapter à nouveau, et j'aurais pu mieux faire, clairement. Ouais. On peut revenir d'ailleurs sur ça. C'est quoi la différence entre cette PME de province et les PME un peu plus grosses dans lesquelles tu as bossé? C'est quoi? C'est l'amplitude horaire des gens qui travaillent? C'est le niveau général dans l'exécution, dans la pensée stratégique? C'est quoi la différence? À Lorient, les gens sont passionnés par le club, sont passionnés par leur métier, donc j'avais pas de problème d'engagement en fait. Les gens étaient engagés au-delà des heures, à la limite c'est pas le plus important, surtout que dans un club de football, parfois peut-être des gens vont avoir des horaires journaliers peut-être un peu plus faibles, mais le week-end ils travaillent. Donc finalement, faut aussi avoir un équilibre de vie par rapport à ça. Et la passion ne justifie pas tout. Donc j'ai pas de problème d'engagement. C'était plutôt déjà entre guillemets pas faire peur. Donc un exemple très concret, et ça va au-delà de fait de PME de province ou pas province, parce que la province n'a rien de péjoratif. C'est juste qu'un club de football est souvent piloté de façon assez court-termiste, du fait de sa nature, qu'il y a des matchs tous les week-ends, il y a un résultat à la fin de saison, et donc finalement se projeter un petit peu plus sur la durée et de façon peut-être un petit peu moins opérationnelle, mais un peu plus stratégique, ce n'est pas toujours naturel. En tout cas, ça ne l'était pas nécessairement. Et donc arriver et dire, vous savez quoi, on va prendre un peu de recul. On va tous voir ce que l'on fait bien et où est-ce qu'on peut s'améliorer. On va essayer de se projeter un peu plus sur la durée, et pas nécessairement en disant on va finir à telle place de championnat, on va faire ça aussi ou ça d'un point de vue purement sportif, mais sur les fondations.
Par exemple, qu'est-ce qu'on a envie de rechercher au niveau du stade? Comment est-ce qu'on a envie de développer notre centre de formation? Comment est-ce que l'on a envie derrière de travailler éventuellement la cellule de recrutement? Comment est-ce qu'on peut améliorer l'expérience pour nos fans dans le stade? Tous ces aspects-là, en fait, en disant, voilà, on se construit un plan, nos objectifs, pas sur un an, mais sur un horizon un peu plus long, et derrière on le décompose et on regarde aussi si on a les moyens pour les atteindre. Et derrière on met en place des moyens pour le mettre en place. Et ça, en fait, c'était pas nécessairement naturel. Donc ça a besoin un peu de changement, on appelle ça de la conduite du changement. Et comment est-ce qu'on arrive à faire en fait cette transformation en interne, même de culture? Pour moi, l'impact est très culturel, mais me semblait nécessaire. Et c'est toute une aventure. Et pour moi, la principale différence en fait était vraiment là. C'était avoir cet état d'esprit qui aille au-delà du match ou de la saison, mais qui se projette un petit peu plus sur la durée. Ok. Et donc, c'était la grande question que tu poses au début du livre. Donc, en effet, tu arrives 4-5 ans chez McKinsey, des boîtes avec une culture différente. Donc, il y a une culture qui est inhérente au territoire. Un club de Bretagne n'est pas le même club que s'il est dans l'Hérault ou en Alsace. Mais surtout, la question centrale de ton bouquin, une des questions centrales, c'est est-ce qu'un club est une entreprise comme les autres? Donc, je te pose la question, est-ce qu'un club est une entreprise comme les autres? Je pense qu'un club doit être piloté comme une entreprise, mais l'on doit prendre en compte certaines spécificités que j'évoque dans le livre. Et si on ne les prend pas en compte, on peut aller droit dans le mur. Par exemple, il y a un côté dans les clubs de football qui fait que l'aspect humain est vraiment essentiel. Même entre guillemets, ton produit, c'est des êtres humains. Donc cet aspect-là, il est très... c'est pas purement analytique. Tout à l'heure, tu posais la question par rapport à l'analytique. Dans le football, parfois, on peut s'éloigner assez facilement de l'analytique et basculer purement dans les émotions. Ce sont des caractéristiques de ce secteur pour lesquelles, clairement, il faut savoir s'adapter. Un deuxième point aussi, c'est l'environnement. Si tu travailles dans une boîte et tu as des résultats qui sont pas très bons, c'est dur à vivre en interne, c'est dur à vivre pour toi, mais tu te prends pas la presse et tu te prends pas tout un environnement entre guillemets qui pèse sur cette situation-là. Donc tu as un environnement externe aussi à gérer. Donc il y a aussi un aspect de ce côté-là qui crée certaines différences. Et la troisième dimension pour moi aussi, c'est le fait que dans un club de football, il y a des profils très différents. D'un côté, tu peux avoir des profils plus d'entreprise, plus classiques, donc par exemple directeur marketing, un directeur commercial, un directeur financier, etc., qui va cohabiter avec des profils très sportifs. Donc des entraîneurs, des éducateurs, cellules de recrutement, etc., et qui n'ont pas toujours les mêmes codes. Et donc le risque que tu as, c'est de fonctionner beaucoup en silo, finalement, parce que les heures de travail aussi ne sont pas les mêmes, culturellement c'est différent. Et un des objectifs justement, c'est de se dire, non, en tant qu'entreprise, le fonctionnement en silo ne fonctionne pas, et comment est-ce que l'on crée une culture d'entreprise pour que les différents services, déjà, mettent du sens à ce que font les autres, ne le voient pas comme quelque chose comme quoi ils ne pourraient jamais comprendre aussi. Il ne faut pas non plus penser que c'est incompréhensible la partie sportive. Par exemple, j'entends souvent des gens se justifier sur le sportif. Je pense que c'est une erreur. C'est pas un art ésotérique, le sportif. Et derrière, créer une culture globale, une unité de club. Et ça, ce sont, je pense, des spécificités au secteur du football. Et est-ce que tu t'identifies peut-être dans les clubs de Ligue 1 ou dans les clubs des 5 ou 6 gros championnats, des organisations, des hiérarchies qui sont à des années-lumière de toi, la manière dont tu as envisagé la structuration d'un club? Je te donne un exemple, c'est que tu as des patrons de clubs qui sont tellement emblématiques, qui sont, je pense à Loulou Nicolin, ou je pense à d'autres, qui est un grand patron d'entreprise, qui était un grand patron d'entreprise, puisqu'il a créé une énorme entreprise sur la région Montpelliéraine. Mais est-ce que quand Loïc Ferry arrive et qu'il a déjà quelques années de direction générale avec peut-être une culture aussi héritée du monde de l'entrepreneuriat et de la finance, est-ce que ce qu'il a fait à Lorient aurait pu se faire aussi dans nos clubs, ou est-ce qu'il y avait déjà un ADN qui était orienté vers ce côté peut-être plus structuré, plus analytique, plus entrepreneurial? Je pense qu'il a fallu s'adapter, clairement, parce que... désolé, ma question était un peu longue. Mais... Non, mais je pense qu'il a fallu s'adapter parce que, clairement, c'est pas simple d'arriver sur un territoire sans nécessairement le connaître. Il faut faire ses preuves, et c'est normal. À
Après, la Bretagne. Après, pareil, lorsqu'on dit la Bretagne c'est grand. Hein, et la culture de l'En-Avant-Guingamp, c'est pas la culture du Stade Brestois, c'est pas la culture du Stade Rennais, et c'est pas la culture du FC Lorient. Donc, lorsqu'on parle Bretagne, déjà en soi, peut y avoir une culture très différente. Par exemple, entre Lorient et Vannes, qui pourtant en distance sont environ une 50aine de kilomètres, culturellement, c'est très différent. Par exemple, très peu d'abonnés du FC Lorient sont issus de Vannes. Ils sont plus issus, on va dire, du Finistère Sud, mais assez peu finalement de Vannes. Donc tout ça pour dire que déjà, même au sein d'une localité, il faut regarder un niveau assez granulaire finalement pour bien comprendre la culture d'un club. Et derrière, c'est du temps. On ne s'autoproclame pas breton ou autre. Il ne faut pas prétendre d'être ce que l'on n'est pas non plus. Je pense qu'il faut faire preuve d'humilité par rapport à ça. Et derrière, je pense que c'est les faits au final qui te décerne entre guillemets cette légitimité ou pas. Et il faut pas aller, à un moment donné, je pense qu'il faut pas chercher à aller plus vite que la musique. En fait, c'est la vie. Faut pas chercher à aller plus vite que la musique. Il faut comprendre qu'il y a des cycles et que au début, il faut faire ses preuves. Il faut écouter, il faut apprendre son territoire. Et je pense que ce que Loïc aurait pu réussir dans un autre club, probablement. Après, la culture bretonne, de mon côté, c'est que c'est une culture qui est passionnée par le football, assez analytique, et où on parlait de persévérance. Les Bretons sont très persévérants, et têtus aussi d'ailleurs. Je couperai cette partie. Hein. Le têtu. Ouais. non, mais c'est la vérité. Moi, je suis aussi un peu, donc ça me va très bien. Mais c'est donc il faut s'adapter, mais je pense que le club de ce côté aussi laisse travailler. Mais la greffe aussi prend des années à se construire. Et d'ailleurs, ça n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Hein, lorsque Christian Gourcuff quitte le club à l'issue de la saison 2013-2014, moi je n'étais pas au FC Lorient à ce moment-là, mais ça a été un moment difficile pour le club et son environnement. Et d'ailleurs, moi, quand je reviens en club en 2015, pour avoir vécu une période Christian Gourcuff auparavant, je sens bien qu'il y a une déconnexion à ce moment donné entre le club et son territoire. C'est perceptible. Ouais. C'est à l'époque où tu recrutes Michael Landreau ou non, c'est juste après Michael Landreau? Ça, c'est après. Ouais, c'est après. En fait, moi, les 2 premières années, c'est Casoni, hein? Non, au début, c'est Sylvain Ripoll. Ah, Sylvain Ripoll, exactement. Dont vous vous séparez au cours de la saison. Alors, il y a Sylvain Ripoll, qui est l'ancien adjoint de Christian Gourcuff, effectivement, et donc qui effectue la saison 2014-2015 où il maintient le club en Ligue 1. De même pour la saison 2015-2016, qui était plutôt une saison plus que correcte parce que le club atteint aussi la demi-finale de Coupe de France et s'est éliminé contre le PSG. Et puis, malheureusement, lors de la saison 2016-2017, le club descend en Ligue 2. Ouais. Et moi, en fait, d'ailleurs, durant mes 2 premières années après être revenu au FC Lorient, j'avais en charge la partie business. Ouais. J'avais pas en charge la partie sportive. Et lorsque l'on descend en Ligue 2, Loïc me donne la responsabilité également de la partie sportive, en plus de la partie business, ce qui était une très belle expérience à vivre. Ouais. Et c'est là où Michael Landreau arrive. Tout à fait. Et tu pointes dans le livre la stabilité du projet sportif, et qui est souvent incarnée par le coach. Et tu fais d'ailleurs, tu récoltes un peu la donnée sur ça, et tu montres que finalement les clubs qui ont la plus grande stabilité sportive sont ceux qui ont aussi les meilleurs résultats sportifs, mais aussi potentiellement business, si je ne me trompe pas. Et, j'ai l'impression qu'il y a des diagrammes un petit peu au début du bouquin sur ça. Comment tu fais pour assurer de la stabilité quand tu es soumis à l'aléa sportif? Parce que là, tu vas forcément me faire une réponse en 2-3 heures parce qu'il y a beaucoup de sous-jacents, mais en fait, c'est toujours plus simple de se séparer d'un coach que de 20 joueurs ou 18 joueurs. C'est très cher aussi. Et c'est très cher. Non, mais en fait, moi, je fais pas mal. Là, par exemple, on revient à la notion d'entreprise. Je fais pas mal d'analogies autour de ça, qui est que, en fait, un entraîneur. Déjà, c'est pas le propriétaire du club, hein, donc ça reste un salarié. Ouais. Mais un entraîneur, reste un dirigeant. Ouais. Il y a un dirigeant dans une entreprise, au placé. Ouais. Si vous en changez tous les 18 mois, c'est compliqué de mettre en place une stratégie. Ouais. Dans n'importe quelle entreprise, vous aurez du mal à avancer si vous en changez un. Dans le football, c'est pas nécessairement différent finalement. Pour plein de raisons. Après, ça veut pas dire que c'est simple, ça veut pas dire que c'est un métier de tout repos, ça veut pas dire qu'il faut savoir entretenir la flamme avec son groupe de joueurs. C'est aussi important et il faut pouvoir le prévoir. Néanmoins, il n'y a pas de fatalité par rapport à ça. Il y a des très beaux projets sportifs qui se créent et qui se développent avec de la stabilité. Donc, et d'ailleurs, ce que j'essaye de mettre en avant au niveau du livre, c'est que par exemple, on fait souvent des choix par l'émotion. Par exemple, vous êtes en cours de saison, vous n'avez pas des bons résultats, vous allez avoir cette pression de l'environnement de dire faut peut-être changer de coach. Très bien. Et en tant que dirigeant, finalement, c'est quoi vos leviers pendant une saison? Mercato, il est fermé. Vous pouvez aller taper du poing sur la table tel qu'on l'entend parfois dans le vestiaire. Vous savez que je suis un peu dubitatif par rapport à ça. Vous allez faire quoi? Donc globalement, parfois, des dirigeants vont se dire, et je peux le comprendre,
Bah, la solution, c'est on se sépare de l'entraîneur. Et là, moi, en tant que dirigeant, j'ai un impact sur la suite de la saison. Sauf que les statistiques montrent très clairement que c'est un effet placebo. Ça ne veut pas dire que de temps en temps, il ne peut pas y avoir des très très belles histoires, comme par exemple avec Pascal Duprat à l'époque à Toulouse. Mais on se rend compte que les belles histoires, d'ailleurs, ne se répètent pas toujours, comme cette année avec Pascal Duprat avec Saint-Etienne. Et que parfois aussi, lorsque l'on ne change pas d'entraîneur, les clubs arrivent à rester à la division dans laquelle ils étaient dès le départ. Et finalement, on en parle peut-être un peu moins parce que ça fait un peu moins la une des journaux. Mais donc tout ça est documenté. Ce n'est pas qu'une vue de l'esprit, en fait. Ouais. C'est documenté. Et il faut se battre pour de la stabilité. Ça ne veut pas dire de l'immobilisme pour autant, que les choses soient claires. Ça s'entretient, ça se construit. Et après, c'est assez naturel parce que, en fait, moi, pour avoir vécu Christian Gourcuff à Lorient, ce que j'avais tendance à dire, c'est que la force du club, c'était pas seulement parce que Christian Gourcuff était un génie, c'est aussi parce que le fait qu'il soit resté aussi longtemps au club, ça génère beaucoup d'externalités positives. Là, c'est un terme très entreprise, hein, externalités positives. J'adore. Donc, non, mais on va rentrer dans le détail. De quoi est-ce que j'entends par là? Première, les gens se connaissent. Donc, ça veut dire que la suite de recrutement, elle sait exactement ce que le coach veut. Parce qu'ils le connaissent depuis des années. Ils ont même certains joué sous ses ordres. Donc en fait, ça simplifie. Pas seulement sur l'aspect technique, mais aussi sur l'aspect humain. Ils savent exactement quels sont les joueurs qui vont réussir avec cet entraîneur. Mais c'est du non-verbal, c'est du culturel. Exactement. Et donc ça diminue les risques d'échec de recrutement. Deuxième chose, quand les résultats sont moins bons, eh bien, si c'est un entraîneur qui est solidement implanté, établi, il n'y a pas cette crainte qui apparaît ou ce doute. Tiens, tu sais quoi, l'entraîneur, il est peut-être sur la sellette. Là, on ne se pose même pas la question. Donc finalement, les joueurs ne peuvent pas se sentir déresponsabilisés en disant de toute façon je joue pas, c'est pas grave, le coach il va sauter. Un autre point également à mettre en avant, c'est que l'environnement du club, même la presse, les supporters, les partenaires aussi ne se posent pas la question que l'entraîneur puisse partir. Et donc il y a moins de pression autour de l'extérieur. Donc finalement, ce qui se passe, c'est que la direction se sent aussi à moins de tentation de se séparer de l'entraîneur. Et les joueurs aussi, eux, ils savent qu'ils n'ont pas d'échappatoire. Et ça, c'est un élément qui est très important dans le sport de haut niveau. Ça veut dire que le sport de haut niveau est tellement difficile. Devenir footballeur professionnel, je l'ai bien vécu, est tellement dur, mais c'est vrai évidemment pour n'importe quel autre sport. Ce qui fait que souvent, pour se protéger, un sportif de haut niveau peut chercher à trouver certains alibis. Et donc, tout ce qui peut permettre de tourner la situation pour faire en sorte que le joueur soit parfaitement responsabilisé sur sa propre performance, eh bien, ça permet de tendre le club vers de la performance. Et avoir un entraîneur solidement établi aide à cela. Ouais. Et tu fais peut-être aussi une espèce de passe décisive sur la partie data analyse, parce que dans ton bouquin aussi, quand tu analyses la descente en Ligue 2 ou alors le fait que vous ne savez pas remonter, tu factualises, je ne sais pas si c'est assez du sportif, mais le fait que vous avez perdu des points contre les petites équipes, alors que vous avez gagné à chaque fois contre les plus gros. C'était en Ligue 2 ou en Ligue 1 C'est notre première année de Ligue 2, effectivement. Et non, ce que je veux dire, c'est que en fait, il y a une culture de la stabilité, et puis vraiment, le dernier recours, il est toujours documenté, quoi. Chaque décision est quand même très, très documentée, très drivée par finalement la data, en tout cas la collecte d'analyse, pour vraiment prendre des décisions qui soient certainement pas prises sous le sceau de l'émotion. On essaye, mais c'est dur. Mais c'est dur parce que dans le football, moi je me méfie aussi parfois de la data. Ça dépend de quelle data on parle. Si c'est data purement, par exemple, technique d'un joueur ou autre, tacle, etc., je m'en méfie comme de la peste parce que le football, c'est un sport très interconnecté entre les joueurs et c'est beaucoup plus complexe de ce qu'il n'y paraît. Donc la data, ça aide, mais ça ne fait clairement pas tout. Mais ça aide. Ça serait stupide de s'en passer et ça va continuer à se développer, mais ça ne fait pas tout, loin s'en faut. Il ne faut pas être caricatural, je pense, dans son approche. Et le deuxième point, je pense à mettre en considération lorsque l'on réfléchit à ces aspects un petit peu plus analytiques, c'est que le résultat d'un club de football, il est très impactant parce qu'on vit par les résultats sportifs, mais en même temps qu'il est très impactant, il est très aléatoire, ce que tu disais tout à l'heure. Donc il faut savoir analyser un résultat tout en sachant qu'il va avoir de l'impact au niveau de la confiance, au niveau de l'environnement, mais que nécessairement, elle ne veut pas dire que ta performance, elle est bonne ou pas bonne. Et c'est très important d'avoir ça en considération et de trouver des indicateurs qui te permettent d'analyser la performance hors résultat. On disait en effet qu'il fallait se méfier de la data pour la data, mais dans l'absolu, t'essayes de toute façon à chaque fois de factualiser les choses pour pas prendre des décisions sous le sceau de l'émotion, parce que un club est déjà un espèce de noyau qui est soumis à beaucoup trop d'émotions. Et tu l'as expliqué tout à l'heure aussi, c'est que c'est pas c'est une entreprise qui n'est pas comme les autres parce qu'elle est aussi l'objet d'attention journalistique et médiatique. Tout à fait. Non, mais le fait de factualiser sa prise de décision, c'est essentiel. Et c'est vrai dans n'importe quelle entreprise. Tout en sachant que qui dit factualiser ne veut pas dire pour autant qu'on a la réponse.
Mais en tout cas, ça te permet en tout cas de naviguer un petit peu mieux et sans être dans un épais brouillard en ne dépendant que des résultats et sans savoir si la performance intrinsèque est bonne ou alors en écoutant uniquement l'environnement externe. Et finalement, le rôle d'un dirigeant, c'est ça, hein. Le rôle d'un dirigeant de club, c'est pas de prendre des décisions qui font plaisir nécessairement. Et donc finalement, pour se protéger soi-même vis-à-vis de l'environnement, le rôle d'un dirigeant, c'est de protéger l'institution. Même s'il doit se prendre des coups et si à certains moments, il prend des décisions qui peuvent sembler être impopulaires. Mais peu importe. Et ça aussi, c'est essentiel dans un club de football. Et ça, c'est un point qui est central et qui est pas simple. C'est facile à dire, mais c'est pas toujours simple, hein. Il faut être prêt à se prendre des coups. On m'a souvent dit, tiens, on se prend des coups quand même dans un club de football, médiatiquement, extérieur, même en sortant le week-end, en marchant avec la famille dans la rue. Ça peut arriver de se prendre des remarques de temps à autre. Mais en fait, moi, je me suis jamais plaint de ça parce que si t'as pas envie de vivre ça, faut pas travailler dans le secteur. Et pas prendre des postes de direction. Et tu le dis d'ailleurs, protéger l'institution, c'est une des choses sur lesquelles tu reviens dans le livre. Bon, grosso modo, dans le livre, tu balayes tout ce qui fait le succès ou l'insuccès d'un club de football. En tout cas, tous les leviers, tous les secteurs de management et de performance d'un club, le pilotage du mercato, la construction d'un effectif professionnel, le centre de formation. Tu dis aussi que le football, c'est finalement bien plus complexe que prévu, même quand toi, tu mets en place tout un tas de choses pour le rendre, en tout cas, plus lisible, à défaut d'être moins complexe. Est-ce que tu as identifié des clubs qui sont pour toi des exemples, des références absolues en termes d'excellence stratégique et opérationnelle ou managériale? Je pense que des clubs en Europe fonctionnent très bien à partir du moment où elles ont bien saisi leur identité et sans pour autant faire des choses très compliquées. Donc par exemple en France, on peut parler d'un club comme Strasbourg, qui est remonté, on va dire, des tréfonds des championnats en France pour aujourd'hui être un club stable de Ligue 1, plutôt très bien placé et puis également très bien géré économiquement. Donc ça, c'est un exemple en France. À l'étranger, vous avez par exemple les clubs des Pays Basques, beaucoup tournés autour de la formation, la Real Sociedad ou l'Athletic Bilbao. En Angleterre, un club par exemple comme Brentford, de la banlieue londonienne, très analytique, par contre, une culture extrêmement tournée autour de la data, qui a réussi à se hisser au plus haut niveau du football anglais, qui est aussi donc une très belle performance. Tout le monde pourrait citer également la magnifique réussite depuis des décennies du Bayern de Munich, qui arrive à avoir des revenus extrêmement équilibrés et pas ultra dépendants de droits télé ou autres, et qui aujourd'hui est une institution et qui en plus a appris à faire grimper des anciens joueurs de chez eux, mais sans non plus aller plus vite que la musique. Donc en leur faisant clairement comprendre que l'institution passe avant une reconnaissance que l'institution devrait avoir vis-à-vis des joueurs, mais ce sont les joueurs qui doivent faire leurs preuves, et même en tant qu'ex-joueur, eh bien, ils passent différentes étapes avant d'accéder à des postes de direction. Ça ne leur est pas donné si facilement que ça. Et en Italie, vous avez un club par exemple comme l'Atalanta de Bergame, qui est une magnifique référence, qui est un club qui à la fois a su investir très fortement dans ses infrastructures, en rachetant de son stade, en développant un centre d'entraînement extraordinaire, en étant très strict sur la maîtrise de sa masse salariale, en ayant une très bonne performance sportive. Et donc, là, je viens de citer un exemple dans différents pays, il y en a d'autres, mais je pense pas qu'il y a un modèle, en fait. C'est le modèle qui correspond avec clairement une clarté stratégique, s'y tenir, faire preuve d'humilité, pas de dogme, de la remise en cause, et s'adapter à son territoire. Ouais. T'as pas cité le City Football Group, ou t'as pas cité le PSG dans les clubs excellents, en tout cas opérationnellement et stratégiquement, il n'y a pas de jugement derrière, mais tu cites dans ton bouquin à la fin l'avènement des conglomérats finalement. Tu cites Red Bull qui a investi massivement dans différentes franchises de football, que ce soit en Europe, en Amérique du Sud, etc., aux États-Unis. Tu cites le City Football Group, pardon. Est-ce que ça, c'est des types de conglomérats qu'on va voir de plus en plus, selon toi, parce que y a une nécessité d'atteindre un volume ou d'avoir un certain nombre de franchises pour commencer à dégager et peut-être plus rapidement des revenus? Enfin, en tout cas, du cash flow. La tendance est que ça se développe. Ouais. Par exemple, le fonds américain qui a repris le Red Star est un conglomérat de clubs. Ouais. Ceux qui étaient en discussion, il me semble, pour la Saint-Étienne, également, c'est un conglomérat de clubs. Après, la création de valeur, on doit encore l'établir. Ouais. Pour moi, il ne faut pas se dire qu'un conglomérat de clubs, c'est nécessairement la success story dans le football. Okay. On a aussi des contre-exemples. Ouais. Je pense que pareil, déjà réussir dans un club, c'est difficile. Mm-hmm. Donc réussir en ayant 5 clubs,
pourquoi ça serait plus simple. Ouais. Surtout quand il y a un ancrage culturel et territorial aussi fort, parce qu'il n'y a pas forcément d'externalité, de mutualisation ou de synergie forte. Il peut exister certaines synergies, mais pour moi, c'est plus en termes de pratique professionnelle. Ouais. Ça veut dire on connaît mieux comment fonctionne un club de football, donc à partir de là, on a une approche, comme par exemple, comme tu l'as dit tout à l'heure, bien cerner l'identité du club et mettre en place certains outils qui peuvent d'une certaine façon nous rassurer sur le fait qu'on a une compréhension du secteur. Par contre, d'autre part, il faut être vigilant dans la façon où tu construis ta stratégie et se dire par exemple on va avoir des synergies commerciales parce qu'on va faire signer un partenaire ici qui derrière va vouloir aller dans un autre club qui se situe à 3000 km. Je suis très dubitatif par rapport à ça. Ça, c'est la première chose. Un partenaire, à un moment donné, il a juste envie d'être associé à une marque à un certain endroit. Pareil pour les joueurs. On parle d'être humain, c'est pas un produit inanimé, donc faire basculer un joueur d'une géographie à une autre géographie, c'est pas si simple que ça. Donc je pense qu'il y a un travail d'adaptation qui est important et qui ne coule pas de source. Donc je pense que pour moi, les conglomérats de clubs fonctionnent à partir du moment où l'avantage compétitif ciblé est très clair. D'accord. Si c'est pas le cas, ça peut être plus difficile. Bon, on arrive un petit peu aux questions de la fin et finalement, tu as écrit un bouquin sur cette incroyable expérience au FC Lorient et encore une fois, c'est vraiment une bible que je recommande à tout le monde. Aujourd'hui, tu es Head of Football chez Portas Consulting. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, mais en fait, c'est un peu un mix entre mes deux expériences passées. Ça veut dire que c'est du conseil en strat, mais que dans le foot, pour moi. Donc, c'est une société qui fait du conseil uniquement dans le sport. Et moi, je les ai rejoints sur la partie football. D'accord. Et donc, typiquement, c'est quoi le type de mission que tu fais Il y a de tout. Alors, par exemple, pour les clubs, ça va être, par exemple, formaliser la stratégie avec les équipes du club, aider un investisseur dans ses premiers pas lorsqu'il rachète un club de football, accompagner un club dans le business plan de son nouveau stade. Pour une fédération, ça va être la stratégie sur plusieurs années, par exemple, du parcours de jeunes. Ça va être également pour une ligue un plan commercial pour développer les revenus, en particulier au niveau du football féminin qui est en fort développement. Et là, je ne cite que quelques sujets et c'est avec on travaille avec des fédérations, des ligues et des clubs un peu partout dans le monde. Donc plutôt des ayants droit. Enfin, plutôt des pas forcément des médias, pas forcément. C'est pas la cible aujourd'hui, non. C'est surtout effectivement fédération, ligue, club. Ça se tourne plutôt autour de ça, ou investisseurs aussi. Voilà, c'est plutôt ça et dans de nombreuses parties du globe, donc c'est bien parce que ça permet aussi de voyager à nouveau, de voir d'autres façons de procéder. Parce que parfois quand on est dans un club, on est un peu tête dans le guidon aussi, sur son territoire, et là ça permet de s'ouvrir un petit peu. Et t'es tellement tombé amoureux de la Bretagne que t'es resté quand même en Bretagne. Oui, on est aujourd'hui toujours en Bretagne. À Pleurmel, c'est ça ? Non, à l'Armor-Plage. À l'Armor-Plage, exactement. Pardon. Mais donc oui, après on va peut-être déménager, mais on restera dans le coin, on restera dans l'ouest de la France. T'es devenu un Breton finalement. Mais j'ai souvent tendance à dire que en fait, ce qui compte c'est pas la matière première, mais la valeur ajoutée, comme un label qui existe qui s'appelle Produit en Bretagne. Voilà. Mais je pense pas que l'on s'autoproclame breton. Je pense que c'est la façon dont on vit le territoire. Deux de mes fils sont nés aussi en Bretagne, donc voilà, donc on y est très attaché. Très bien. Écoute, ça sera le mot de la fin. Vive la Bretagne. Kenavo alors. Ciao. Merci Pierre. Merci d'avoir écouté Dream Team. J'espère que cette causerie vous a plu. Si vous souhaitez soutenir ce podcast, partagez-le à vos amis, mettez plein d'étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Mais surtout, parlez-en autour de vous, à vos amis passionnés de sport. Je vous assure que ça boostera le podcast. Vous pouvez aussi me suivre sur LinkedIn, sur Instagram ou sur Twitter en cherchant Dream Team Podcast. N'hésitez surtout pas à m'envoyer vos commentaires, à partager les épisodes en me taguant et bien sûr à me suggérer des invités. Pour amener le podcast le plus loin possible, j'ai besoin de vous. Encore merci pour votre écoute. On se donne rendez-vous à la prochaine causerie.